Bonsoir à tous et bienvenue dans cette première vidéo du mois de l'horreur 2024. Je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau mois consacré à des vidéos ASMR de l'horreur. Même si vous l'avez bien vu, ce n'est pas tout le temps des sujets horrifiques que je traite, mais mystiques, on va dire, ou plutôt de criminels, mais à gentille échelle comme j'aime le dire. Je commence le tournage de ces vidéos le 1er août, histoire d'être sûre de pouvoir vous proposer un mois complet et de ne pas être surchargée de travail. Donc c'est pour ça que je suis en petit t-shirt. Je vous avoue que je ne sais pas quel temps il fera au moment où cette vidéo sortira, mais voilà, si ça peut vous rappeler l'été de me voir comme ça me va. Comme vous l'avez vu au titre, ce soir nous allons parler de Elizabeth Holmes, que j'ai surnommée la Steve Jobs au féminin. Elizabeth Anne Holmes est née le 3 février 1984 à Washington, donc aux États-Unis. Elle est la fille de Noël Anne et de Christian Holmes IV. Elle a un frère cadet nommé Christian Holmes V. Alors, non, ils ne sont pas de la royauté, mais aux États-Unis, c'est courant que le premier-né fils, ou du moins le premier fils né, prenne le nom du père. Et donc on ajoute premier, second, troisième, quatrième, cinquième. Des fois on dit senior, des fois on dit junior. C'est un truc d'américain quoi. Son père poursuit une brillante carrière chez Tenneco en Chine, ce qui lui permet d'apprendre le mandarin très jeune. C'est lorsqu'il occupe le poste de vice-président de la société Enron que la société fait faillite pour fraude. Mais son père étant un homme d'affaires reconnu, il devient successivement directeur d'agences gouvernementales telles que l'US Agency of International Development, l'US Environmental Protection Agency et l'US Agency for Trade and Development International. Enfin bref, des grosses agences gouvernementales. Par ailleurs, l'un des ancêtres de Elizabeth Holmes n'est pas Sherlock Holmes, mais est le fondateur du géant pétrolier Fleischmann's Yeast. Son arrière-grand-père d'origine danoise fut le directeur de l'université de Cincinnati. On peut donc déjà en conclure que Elizabeth est non seulement née dans une famille très riche, mais qui a aussi été à la tête de plusieurs empires influents et grosses institutions. En 2002, elle rentra à la prestigieuse université de Stanford pour étudier la chimie. Elle fit un stage au Genome Institute de Singapour, comme elle parle le mandarin, où elle travaille sur la détection du coronavirus, du SRAS dans le sang. Car oui, si vous ne le savez pas, le coronavirus existait déjà en 2000. Il faut juste ne pas confondre le Covid-19, qui est l'une des mutations du coronavirus à avoir infecté toute la planète en 2020. Je ne sais pas si vous aviez vu cette vidéo sur les réseaux sociaux, mais quand le Covid-19 donc était à son apogée, des personnes avaient retrouvé une ancienne série qui se déroulait en Chine où il mentionnait le coronavirus. Et il n'en a pas fallu plus pour les théoriciens du complot pour dire qu'ils savaient depuis des années, maintenant une vingtaine d'années, que le Covid existait et qu'ils avaient fait exprès de le faire muter pour ensuite infecter la planète, blablabla. Sauf que non, c'est comme toutes les maladies connues, la peste existait déjà et était connue avant qu'elle devienne la peste noire. Pareil pour la grippe aviaire, pareil pour le H1N1,
Business Week et Fortune et est comparée à Steve Jobs. Elle est présentée comme un prodige par l'ancien président des États-Unis Bill Clinton et comme une visionnaire par le vice-président de l'époque Joe Biden. À ce moment-là, vous seriez en train de vous dire « Ok Audrey, c'est un petit génie, tout le monde s'accorde pour le dire. Qu'est-ce qu'elle fout dans ta série ASMR de l'horreur ?» Eh bien, laissez-moi vous raconter tout cela. En octobre 2015, un article d'investigation paru dans le Wall Street Journal affirme que Theranos a probablement exagéré la qualité et la fiabilité de sa technologie. Ce ne seraient pas les premiers, on s'entend, mais c'est quand même bien mis en avant. Plusieurs experts médicaux ainsi que l'administration américaine expriment leur scepticisme, notant qu'aucune évaluation par des experts indépendants n'a été réalisée. C'est-à-dire que toutes les évaluations, les tests qui ont été faits sur ces machines pour prouver leur efficacité ont été faites par du personnel interne de la société. Et donc, forcément, leur jugement ou même leurs intentions ont pu être biaisées. C'était pas impartial et ça commence à faire lever quelques sourcils. De plus, lors de l'inspection des locaux de Theranos, des problèmes majeurs dans la gestion des laboratoires ont été soulignés. En réalité, Theranos soustrait les analyses des laboratoires traditionnels tout en vantant sa technologie innovante. Elisabeth falsifiait ensuite des documents pour cacher la supercherie. Elle va tenter par tous les moyens de bloquer la parution du dossier en s'adressant à Rupert Murdoch, le propriétaire du Wall Street Journal, qui avait lui-même investi 125 millions de dollars dans Theranos. Mais c'est sans succès, même si le propriétaire du journal pas forcément veut étouffer cette affaire tout autant qu'elle, je pense. Il est juste propriétaire. Alors c'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué dans les séries américaines, surtout qui traitent un peu de grosses sociétés, etc. Il y a les propriétaires, donc ceux qui ont potentiellement constitué l'entreprise ou tout simplement qui l'ont racheté aux fondateurs parce que ça n'allait plus, hein, voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont un pouvoir légal dans cette entreprise, surtout que dans la plupart des grosses sociétés il y a des conseils d'administration et aucune grosse décision n'est validée ou rejetée sans qu'elle soit proposée au conseil d'administration qui fait à ce moment-là un vote. Je ne sais pas si c'est allé jusqu'au vote au conseil d'administration du Wall Street Journal. La seule chose que je sais, c'est que malgré qu'elle ait fait des pieds et des mains, l'article et le dossier au complet sont quand même parus. Au début de la controverse, donc, plusieurs institutions médicales et entreprises pharmaceutiques cessent leur relation avec l'entreprise. Ils veulent absolument pas être affiliés à Theranos, alors qu'un gros point d'interrogation se pose sur la viabilité de la technologie proposée par cette entreprise. D'ailleurs, Theranos et sa dirigeante sont menacés par l'autorité fédérale américaine de contrôle de laboratoire de biologie médicale, dans tout ce qui va réglementer le matériel, les personnes qui y travaillent, l'éthique, forcément, de ces endroits. Et ça, c'est pas bon. Et c'est en juillet 2016 que la sanction tombe. Elisabeth est interdite de toute activité dans le domaine de l'analyse sanguine pour une période de 2 ans. Franchement, je trouve ça léger. Honnêtement, je trouve ça léger. Mais le truc, c'est que la machine était lancée et après avoir émis des doutes sur la viabilité des tests proposés par Theranos, des experts ont remis en doute la valeur financière de l'entreprise, estimant qu'elle avait été construite
licencier 340 salariés. Alors, il y a deux façons de voir. Ou on peut penser qu'elle est tout simplement honnête et que par le biais de cette lettre ouverte, elle admet à demi-mot que les accusations sont vraies. Ou alors c'est un coup de poker qu'elle a essayé de jouer pour attirer la pitié du grand public qui vont avoir de la peine pour ces 340 salariés qui ont des familles, des factures, des crédits, etc. et qui demain vont se retrouver sans le sou. Je penche pour la deuxième option honnêtement. En mars 2018, elle conclut une transaction à l'amiable avec l'organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers. En échange de l'abandon d'une partie des poursuites contre elle, elle paye une pénalité de 500 000 $ et cède une partie de son capital de l'entreprise. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui existe en France ou qui est possible, mais je sais qu'aux États-Unis on entend beaucoup ça dans les séries ou même dans la presse que les poursuites ont été suspendues car un arrangement à l'amiable avait été trouvé entre les deux parties et généralement l'arrangement à l'amiable c'est une somme d'argent qui est toujours gardée secrète parce que bah voilà, ça regarde pas les gens quoi. Elle s'engage aussi à ne plus diriger aucun groupe coté en bourse jusqu'en 2028. Elle reste toutefois poursuivie pour fraude. Après son inculpation dans cette affaire, elle quitte son poste de directrice générale de Theranos en juin 2018, bien qu'elle reste présidente du conseil d'administration. Et là c'est le bug. Après tout ce qui s'est passé, après le fait qu'elle soit inculpée, qu'elle ait des charges contre elle, elle reste membre du conseil d'administration, c'est-à-dire qu'elle a quand même un droit de vote sur des décisions essentielles, cruciales pour l'avenir de l'entreprise. Pourquoi tu fais ça? Vraiment, pourquoi tu fais ça? Mais à son grand désarroi, le nouveau directeur général de la société annonce la dissolution de l'entreprise en septembre 2018. C'est bon, lui il est juste venu au pouvoir pour faire en sorte de faire fermer cette entreprise, mais de la façon la plus douce possible, surtout pour tous ces salariés qui, même si certains, voilà, on les accuse d'avoir été au courant, beaucoup d'entre eux, bah, ils faisaient juste leur job quoi. Le procès d'Elisabeth commence le 31 octobre 2021, donc c'est vraiment récent. Elle est reconnue coupable d'escroquerie le lundi 3 janvier 2022. Le 18 novembre 2022, Elisabeth est condamnée à 11 ans de prison. Elle ne débutera sa peine qu'en mai 2023. Quand j'ai découvert cette affaire, j'avoue, comment dire, avoir trouvé la peine contre elle particulièrement lourde. Bien que je ne connaisse pas le système judiciaire américain, je me suis demandé pourquoi en fait, pourquoi 11 ans de prison ferme. Il y a des personnes qui, comment dire, qui font des choses plus répréhensibles et qui prennent moins lourd. Je parle aux États-Unis, hein, je compare pas le système pénal américain et français. Puis je suis tombée sur les chiffres de la société et la fortune qu'avait amassée Elisabeth grâce à son escroquerie. En 2015, le magazine Forbes l'a classée à la 121e place de son classement Forbes 400 et la plus jeune milliardaire à ne pas avoir hérité de sa fortune. Elisabeth, à l'époque, avait une fortune estimée à 4,5 milliards de dollars. Pardon. Le 1er juin 2016, cependant, Forbes estime que Theranos ne vaut pas plus de 900 millions de dollars, donc, ce qui, selon moi, est déjà une somme colossale. Mais c'est là où il y a un consensus qui se fait quand on entend que telle personne vaut 300 milliards de dollars. C'est pas qu'elle a 300 milliards de dollars sur son compte en banque ou qu'elle a une maison qui vaut 300 milliards. C'est qu'en fait, mis bout à bout, toutes ces activités financières dont la
personne est propriétaire ou directrice, etc., si ces activités devaient être vendues demain, ça lui rapporterait quand on entend que Mark Zuckerberg vaut 100 milliards de dollars, il n'a pas 100 milliards de dollars sur son compte. C'est juste que si demain il devait vendre Facebook et toutes les activités, toutes les applications, les plateformes, etc., toutes ces entreprises, il toucherait et gagnerait du jour au lendemain 100 milliards de dollars. À savoir que à l'époque, même si comment dire, que l'entreprise Theranos n'est estimée qu'à 900 millions de dollars, Elisabeth possède 50% des actions de l'entreprise. C'est-à-dire que si demain l'entreprise était vendue, elle toucherait 450 millions de dollars. Si elle est rachetée à 900 millions de dollars, si elle est rachetée pour 1 million, elle touche 1 milliard, elle touche 500 millions. Vous voyez ce que je veux dire? Si elle est achetée pour 500 millions, elle touchera 250 millions. Mais on parle quand même de sommes faramineuses, gigantesques. Quand on sait combien les investisseurs ont apporté d'argent à cette société qui était basée finalement sur du vent, enfin presque sur du vent, on comprend mieux les 11 ans de toile qu'elle s'est mangée dans les dents, quoi. Ça fait sens. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo du mois d'octobre, du mois de l'horreur sur ma chaîne. J'espère qu'elle vous a plu. Il y aura pas mal de vidéos comme ça sur des escroqueries parce que ça change un peu des disparitions, vraiment des thèmes tristes finalement. Et généralement les escroqueries qui sont faites sont contre des grosses multinationales qui valent beaucoup d'argent. Donc bon, prendre de l'argent aux riches en faisant le filou, ça fait un peu film d'action. Donc je me suis dit pourquoi pas en faire le sujet de vidéo pour le mois d'octobre. J'espère néanmoins que cette histoire vous a plu. Comme toujours, si vous trouvez qu'il manque certains